Yo tout le monde, c'est Alan et aujourd'hui on se retrouve pour la critique de Ready Player One. Alors cette critique ne va pas être très longue parce que c'est super compliqué de parler d'un film qu'on a aimé. Ouais, je vous cache rien, j'ai beaucoup aimé Ready Player One, pardon. Et c'est vrai que ça va être compliqué de rentrer dans les détails et de vous expliquer les pour et les contre sans spoiler. Donc ce qu'on va faire, c'est que même si vous sentez que je ne rentre pas vraiment dans les détails, le but en fait de cette critique, c'est juste de vous donner envie d'aller voir le film si à la base vous êtes intéressé, et à contrario, si le film ne vous bottait pas déjà de base, vous dire pourquoi tout simplement vous ne devez pas y aller en fait. Alors oui, j'ai kiffé Ready Player One. Pour moi en fait, c'est les Goonies, mais dans le futur. Et ils vont pas chercher le trésor de Willy le Borgne, ils vont chercher l'easter egg de James Hallyday. Et certes, le film n'est pas parfait, ça je le conçois, mais il m'a donné en fait ce que j'étais venu chercher. Et juste pour ça, je dis merci à Spielberg. Alors je vais vous expliquer justement pourquoi je dis merci à Spielberg. On va faire comme d'habitude, en fait, je vais procéder en 3 points. Je vais déjà vous parler du scénario, ensuite du casting. J'ai pas énormément de choses à dire à propos du casting, mais je vais dire rapidement ce que j'en ai pensé. Et pour finir, tout ce qui est aspect visuel. Alors le scénario. J'ai vu des critiques de personnes qui sont dans le métier, de personnes qui ne sont pas dans le métier, de certains fans passionnés. J'ai pu voir du bon et du moins bon. Moi, ce que je dis de ce scénario, c'est que certes, il n'est pas super compliqué. Voilà, c'est un scénario, tout ce qu'il y a de plus normal, tout ce qu'il y a de plus basique. Et pour moi, c'est totalement cohérent. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Spielberg revient au film d'aventure. Et Ready Player One, il est bourré de nostalgie et de cet esprit en fait années 80. Donc, ce qui sous-entend qu'on est sur quelque chose de très manichéen, de très dualiste. On a le bien d'un côté, le mal de l'autre. Mais c'est ce qui faisait l'esprit des films des années 90. On avait les gentils et les méchants, et c'était vraiment juste en fait pour satisfaire notre âme d'enfant. C'était pour avoir quelque chose de simple, ne pas se compliquer la vie et profiter du film, tout simplement, de ne pas perdre les enfants alors que tout ce qu'on veut c'est juste l'histoire, l'aventure. C'est pas de savoir, oui il y a eu un retournement de situation, un tel en fait il est méchant mais lui en fait il est gentil. Non, c'est pas ça le but de l'histoire, c'est juste de s'amuser. Et pour moi, ce qui est super intéressant dans ce film, c'est qu'il faut le prendre comme ça, comme un film des années 80, parce que Ernest Cline, l'auteur du livre, c'est ce qu'il est, c'est lui, il kiffait la pop culture en fait, la pop culture des années 80, c'est ce qu'il a voulu insuffler dans son bouquin. Et Spielberg, c'était l'homme idéal, le réalisateur idéal, pour justement refaire ressortir toute cette nostalgie et tous ces beaux souvenirs à travers ce film. Parce que moi, pour rien vous cacher, ça me fait rire en fait, quand je vois certaines personnes dans leurs critiques qui disent « Ouais, mais le scénario, il est pas assez mature, nanani, nanana ». Mais si tu fais ça, tu dénatures l'œuvre, tu vois, tu dénatures l'esprit même de ce que devrait être Ready Player One. Parce que si tu cherches encore plus loin, pour moi, le personnage principal de cette histoire, c'est pas Wade Watts, qui est incarné par Ty Sheridan. Pour moi, c'est James Hallyday. Pourquoi? Parce que le film, en fait, on le voit et on le vit à travers sa vision. Si vous avez vu la bande-annonce, dans la bande-annonce, James Hallyday dit que justement, il a laissé un easter egg à l'intérieur de son jeu, et qu'il faut récupérer 3 clés via 3 épreuves pour pouvoir justement débloquer cet easter egg. Et en débloquant cet easter egg, la personne en fait qui réussit ces 3 missions récolte les 250 milliards de dollars qu'il a promis et l'accès total et le pouvoir total sur l'Oasis. Et ce qu'il y a en fait, c'est que le personnage de James Hallyday, il est un peu représentatif de toutes les personnes qui ont grandi dans les années 80, qui ont eu leur enfance dans les années 80, début des années 90, et qui sont devenus plus vieux et qui ne voulaient pas grandir finalement. Un peu ce syndrome Peter Pan, si vous voulez. Et l'histoire, on la vit à travers lui, à travers sa vision. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un scénario mature quand le personnage principal, entre guillemets, a une âme d'enfant et qu'il a une manière de penser très, très puérile. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, ça n'aurait pas collé du tout. Parce qu'on n'aurait pas eu justement ce sentiment de retomber en enfance, tous ces souvenirs, toute cette nostalgie. Ça aurait cassé le délire en fait. Et c'était pas ce que je pense l'auteur recherchait ou Spielberg recherchait en faisant ce film. Et même si vous me dites que on vit justement l'histoire aussi à travers les yeux de cette bande d'adolescents qui sont dans l'Oasis et qui veulent récupérer ces 3 clés, eux-mêmes sont des ados, donc ils sont à la fin de leur enfance, au début de l'âge adulte,
Si vous voulez, ils sont encore dans ce délire manichéen, il y a le bien, le mal, ils ont conscience de ce qu'est la mort, ils savent qu'il y a des choses qui les dépassent, mais ils ne savent pas vraiment quoi. Il y a une personne, enfin le méchant, qui est, j'ai plus son nom d'ailleurs, je vous l'écris là, qui est incarné par Ben Mendelsohn, qui était le méchant dans Rogue One. Lui, par exemple, voilà, il a sa vision des choses, lui on sent il évolue dans un côté un peu plus mature. Mais les adolescents, eux, n'ont pas conscience de tout ce qui se passe. Ils sont rattachés à des choses beaucoup plus graves et beaucoup plus sinistres, parce qu'il y a des événements qu'ils ont vécus, justement, qui les propulsent dans ce monde-là. Mais sinon, ça reste des enfants. Ça reste des enfants. Et eux, tout ce qu'ils veulent, c'est s'amuser. Justement, je vais en profiter, comme on parle de cette bande d'adolescents, pour vous parler du casting. Pour moi, le casting fait le travail. Certes, c'est pas... Parce qu'on va dire ce qui est. Si vous avez vu Hit, donc ça, le remake, un casting qui joue super bien, c'est ça pour moi. Parce que quand t'es un enfant et que t'arrives à jouer devant des choses pareilles, c'est que t'es au top. Bon, on laisse cette petite aparté de côté. Pour moi, ils font le taf. Certes, c'est pas un casting énorme, super, tout ce qu'on veut, vous pouvez trouver tous les superlatifs. Ça ne leur correspond pas, mais ils font le taf. Ils font le taf et on arrive à être propulsé dans leur univers et dans leur histoire. Et moi, je pense que ça suffit. Et en même temps, je pense que c'est compliqué de s'attacher à des personnages qu'on ne voit que la moitié du film, sachant que l'autre moitié du film, ils sont à l'intérieur de l'Oasis et on les voit à travers leur avatar. Donc juste le fait que ça passe et qu'ils arrivent justement à nous faire rentrer dans leur histoire et qu'on s'attache un minimum à eux, ben moi je pense que c'est une réussite de ce côté-là. Je vais finir cette critique par tout ce qui est aspect visuel. Alors oui, c'est super propre. Et il n'y a rien à dire de ce côté-là. Moi j'avais juste peur que justement il y ait trop de numérique. Et c'est ce qui m'avait fait un peu flipper quand j'avais vu la bande-annonce. Je me suis dit, oh non, pas encore de la 3D comme The Big Friendly Giant et tout. Ça m'avait un peu saoulé, mais je me suis dit, juste pour le fait juste pour le délire, en fait, nostalgie, souvenirs, références, etc., ça mérite un visionnage. Et c'est Spielberg, merde, donc on est sûr qu'on a un minimum de garantie niveau qualité. Maintenant, c'est vrai que concernant tout ce qui est aspect visuel, si vous êtes intéressé par ce film, c'est sûrement dû au fait qu'il y ait énormément de références à la pop culture dans ce film. Alors oui, il y en a. Moi, je pensais en voir plus et j'avais des craintes et j'avais aussi des attentes. Au niveau de mes attentes, ben forcément, on est tous là à se dire j'espère qu'il y aura telle référence, tel personnage, tel univers. Il y en aura qui seront conquis, d'autres non, parce que forcément, il y en a qui vont pas voir ce qu'ils attendaient et ça va un peu les décevoir. Moi, il y a des choses que j'ai vues dont je ne m'attendais pas vraiment et pourtant qui m'ont plu. Et il y a des choses que j'attendais qui n'y étaient pas, mais ça m'a pas forcément dérangé. Après, il y a tout ce qui est problème de droit, etc. Je pense notamment à un moment où justement Ben Mendelsohn énonce justement le nom d'un objet, d'un véhicule, et finalement on le voit pas. Et moi, ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur parce que j'aurais trop voulu le voir débarquer. Mais bon, là n'est pas la question. Le truc, c'est que on a énormément de références, mais elles sont pas forcément mises en valeur. Elles vont faire partie du décor en fait, donc ce sera à vous de les repérer. Il y en a, si vous y allez à plusieurs, il y en a peut-être un qui va voir la référence en haut à gauche, l'autre en bas à droite. Et voilà, mais en un visionnage, c'est clairement pas possible. Donc ça, c'est le genre de film, il va falloir l'avoir en Blu-ray à la maison, et puis faire du image par image pour voir ce qui se passe à l'écran. Et c'est malin, c'est malin. Mais après, reste qu'il y a quand même des bonnes références, et on se demande certaines comment Spielberg et la Warner ont fait pour les avoir, mais en y réfléchissant, ça reste logique. Et j'avais peur aussi d'une chose, c'est que on soit trop dans le côté un peu... C'est beaucoup dans les mangas qu'on fait ça, hein, mais qu'on énonce à chaque fois ce qu'on voit à l'écran. Genre, oh mon dieu, regardez, c'est un tel, oh puis là, regardez, c'est un tel qui apparaît, oh puis là, c'est... J'avais peur que dans la narration, ce soit beaucoup ce genre de dialogue qui apparaissent, juste pour qu'on puisse justement garder les spectateurs qui n'ont pas forcément connaissance de toutes ces références. Heureusement, ça se passe pas comme ça. Donc c'est top. Ensuite, et pour terminer côté aspect visuel, je voulais parler de la bande son d'Alan Silvestri. Alors, ouais, elle fait vachement années 80 et elle est belle, elle est vraiment belle. Mais j'ai trouvé qu'on l'entendait pas assez. Alors je sais pas si je suis seul, si vous avez vu le film et que vous pensez pareil, dites-le moi en commentaire. Et je trouvais qu'elle n'était pas placée à des moments où on pouvait l'apprécier en fait. Et ça m'a un peu dérangé. Parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment stylée. Et d'ailleurs on a des petites notes des petites références à d'autres films à travers la musique aussi, et ça c'est stylé. Et d'ailleurs la musique fait énormément penser à celle de Retour vers le futur. En même temps c'est lui qui l'a composée aussi, mais voilà.
On sent un peu cette patte-là, années 80, Sylvester et tout. Franchement, c'est top. C'est vraiment stylé. En tout cas, je sais que j'irai le revoir au cinéma. Parce que le temps, justement, de ce film-là, j'étais comme un gosse. Ouais, quand il y a des choses qui apparaissent à l'écran, t'es là, tu te dis, waouh, stylé. Et c'est pour ça, en fait, que je suis allé voir ce film. Parce que même si tu passes un mauvais moment dans la vie réelle, entre guillemets, en allant au cinéma, ce film-là, il va te permettre de te détendre, en fait. Et de replonger en enfance, et de te faire du bien, et de plonger dans tes souvenirs, et de te rappeler de certaines choses qui t'ont fait du bien, et qui t'ont aidé à grandir, et encore aujourd'hui, qui t'aident dans la vie, par exemple. Et voilà, même si le film n'est pas parfait, qu'on a des choses à lui reprocher, pour moi, c'est ça aussi, qui fait qu'un film va traverser les années, et puis faire qu'il est culte plus tard. C'est un peu le cas de Retour vers le futur. Il était... Enfin, descendu, non, mais les critiques ont été très mitigées à la sortie. Et au final, aujourd'hui, on se rend compte que c'est un monument de la pop culture. Et je pense que pour Ready Player One, ce sera pareil. Après, est-ce que ça nécessite une suite? Je sais pas. Franchement, parce que les dernières images du film, pour moi, elles vont très bien. Ça permet de clôturer l'histoire et puis point barre. On peut s'imaginer ce qu'on veut après. En même temps, on peut se dire que voir ce que ça pourrait donner. Je peux pas rentrer dans les détails, c'est compliqué, hein. Mais cet élément-là fait que on peut se dire, ouais, il pourrait y avoir un petit changement dans l'Oasis, puis on pourrait voir ce que, dans quelle perspective en fait ça va changer. Et pour finir, et c'est aussi pour ça que j'ai kiffé Ready Player One, c'est la scène de fin, pas la toute dernière, hein, mais celle qui arrive un peu avant et qui fait justement coexister plusieurs personnages à l'écran. Pour moi, elle est belle. Elle est belle et elle retranscrit parfaitement l'esprit années 80. Parce que, je dirais pas que t'as les larmes, mais c'est amené d'une façon, et tu te dis, ouais putain, mais c'est pour ça qu'on aime le cinéma en fait. C'est pour ce genre de scène-là. Et ça te laisse l'esprit ouvert, et t'as la suggestion, comme ça, qui t'est balancée à la gueule. Le fait de te dire, tu peux t'imaginer ce que tu veux, mais l'aventure était belle. Et ça, franchement, c'est top. Donc je leur dis ici, merci Spielberg. Pour ce film et pour tous les autres. Pour résumer, Ready Player One s'adresse aux personnes justement qui sont nostalgiques des années 80. Ça je l'ai déjà dit au début de ma critique, mais ça paraît logique et c'est important de leur dire parce que ne vous attendez pas à un film super mature avec un scénario vraiment très structuré, compliqué, etc. Non, le bien, le mal, c'est super manichéen, super dualiste. Voilà, vous ne trouverez pas autre chose. Si par contre vous avez grandi dans les années 80, que vous kiffez voilà, tous les films de Spielberg, je sais pas moi, les bandes son de James Horner, les films de James Cameron de l'époque, etc. Ouais, faut y aller. Ça c'est... Vous serez dans votre élément, ça y a pas de souci. Et en plus de ça, si vous êtes un gamer assidu, puis que vous kiffez les FPS, les trucs comme ça, vous allez retrouver des références dans le film, vous allez être comme des dingues. Donc ouais, vous êtes clairement la clientèle cible. Après, si vous avez un peu de notion, mais que vous connaissez pas tout, vous cherchez juste un gros divertissement bien fun, et juste vous évader le temps de 2h20, parfait pour vous aussi, il n'y a pas de souci. Mais je le répète, si vous êtes totalement à la ramasse niveau références cinématographiques, jeux vidéo, que ça vous saoule tous les films des années 80, les geeks entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot, enfin bref, franchement restez chez vous, parce que vous allez plus vous faire chier, vous allez faire chier les gens qui sont à côté de vous, et c'est pas le bon plan, c'est pas le bon plan. Et en plus vous n'aurez pas rentabilisé votre place de cinéma. C'est la fin de cette critique et je vous remercie de l'avoir regardé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like, à donner votre avis du film en commentaire aussi. Je répondrai à tous les commentaires s'ils sont constructifs. Et s'il vous plaît, ne spoilez pas, ou alors mettez une balise spoil avant de spoiler, parce que c'est pas cool pour les gens qui veulent voir la critique, qui veulent voir un peu vos avis en commentaire, et qui se font spoiler alors que c'est le genre de film dont on a envie de profiter en salle. Donc comme je sais que vous êtes des gens bien, je sais que vous allez prévenir quand vous allez mettre des spoilers. N'hésitez pas à vous abonner aussi et à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. En tout cas, j'ai kiffé Ready Player One et j'espère que vous allez l'aimer aussi parce que pour moi c'est ça le cinéma. Allez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle critique. Bye.